Le premier cours 2018. Donc, je vais commencer aujourd'hui par un cours sur la biologie cellulaire en rapport avec l'ADN et ce qu'on appelle les champs, notamment ce que certains appellent les champs morphogénétiques, dont un, vous le verrez, est en fait le champ de la matière noire, la fameuse énergie dont on parle en technologie cache. Donc, ce n'est pas un cours sur la technologie cache à proprement parler, mais qui fait tout à fait le lien, notamment par rapport aux travaux qui ont été faits par un médecin, mathématicien en plus, qui s'appelle le docteur Émile Pinel, et qui a réussi à mettre dès 1949 le modèle mathématique de la cellule, chose qui n'avait jamais été faite. Et il démontre que les cellules lymphocytaires suivent les lois de la gravitation, donc de l'accélération de la pesanteur. Et il en découle donc la chronobiologie, bien que celle-ci ne soit pas enseignée à l'heure actuelle avec ces dernières découvertes. Donc les lymphocytes se produisent selon une période bien précise de 84 minutes. Donc vous avez ici le graphique avec le cycle 84 minutes actives, ensuite il ne se passe plus rien, et ensuite à nouveau 84. Donc c'est ce qu'on appelle la période. Donc cette période obéit à une courbe de Gauss. Une courbe de Gauss, c'est ça, c'est cette forme-là, avec un pic ici. Donc c'est une sorte de moyenne. Lorsqu'on a à faire une pathologie, la courbe devient la suivante. Elle devient un petit peu aléatoire et anarchique, avec, vous voyez, un peu raccourci. Voilà. Et elle donne plus de 84 minutes. Donc c'est ça qui signifie une pathologie. Je vous rappelle que le système lymphocytaire, les lymphocytes, transportent et véhiculent l'énergie depuis l'estomac et les intestins pour les distribuer vers le système osseux. Donc les lymphocytes, le système lymphocytaire n'est pas, tel qu'on l'apprend habituellement, un système de nettoyage. Par exemple, dans un cas de tuberculose, donc là je vous cite toujours les travaux du docteur Pinel. Donc dans un cas de tuberculose, voici un petit peu le graphique tel qu'on l'obtient, avec des périodes ensuite très rapides. Donc on est vraiment en dehors de 84 minutes. On a en fait 49 minutes et ensuite des périodes de 22 minutes, ce qui signifie donc l'état de maladie. Il en découle donc qu'il faut prendre ces médicaments aux instants favorables à dose faible. Par contre, si vous les prenez à dose forte à ces instants, vous êtes en état de danger ou d'aggraver le problème de santé. Et à l'inverse, en homéopathie, on va prescrire et donner les médicaments homéopathiques dans les périodes inverses de la méthode allopathique. Donc, dans une période, par exemple dans le cas de tuberculose, on va faire la prescription du médicament ici, dans cette période basse, alors que dans une période, si on fournit un médicament homéopathique, on va le donner ici, au sommet. Donc ce sont deux modes de prescription totalement différents qui sont fonction de la courbe. Voilà donc, l'homéopathie, on le prescrit au sommet de la courbe, alors que l'allopathie, on va la prescrire ici. Ce qui va donc déterminer la dangerosité d'un médicament allopathique, notamment. Si on regarde bien à quoi correspondent ces 84 minutes, elles correspondent en fait, si on transforme ça sur le plan mathématique, à 6312 km, c'est-à-dire le rayon de la Terre. Donc tout ça, ce sont des calculs qui ont été faits par le docteur Émile Pinel en 1949. Donc je vous ai mis les formules pour que vous voyez bien que c'est vraiment des calculs assez complexes sur le plan mathématique. Donc ceux qui veulent s'intéresser aux maths, ils vont peut-être pouvoir suivre. Donc là, ici, T leucocytaire, c'est le temps leucocytaire, qui est une période de 50, racine carrée de 120 divisé par 90 périodes, moins 124. Voilà sa formule mathématique.
Donc, on voit donc que la période leucocytaire, c'est-à-dire le temps de fabrication et de reconstitution des leucocytes, est fonction de G, 9,89 grammes mètre seconde, c'est-à-dire la force de gravitation à la surface de la planète. Cette force de gravitation augmente si on descend sous terre. Donc, plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la force de gravitationnelle va augmenter. Et à contrario, elle va diminuer si on se lève dans la haute atmosphère. Par conséquent, la période leucocytaire va varier en fonction de l'altitude à laquelle on est. Pour les astronautes, elle va diminuer, elle va augmenter, par contre, pour les spéléologues, par exemple. Donc, Émile Quesnel a fait l'expérience de déplacer un point avec une petite épingle, de déplacer un point du noyau, ou alors de déplacer un point du cytoplasme. Le cytoplasme, c'est tout ce qui se situe à l'extérieur du noyau. Donc, si on déplace un point du noyau ici ou un point du cytoplasme, eh bien, on voit que l'ensemble se déforme. Là, ici, je vous ai montré, toujours pour accréditer les travaux qu'il a effectués, le modèle à plat de la cellule, dans un plan. Donc, sa formule, c'est E, qui était une énergie, qui est égale à sigma que multiplie grand A, qui est un nombre fixe, multiplié par H1, qui est un champ, plus, ça ici, ça représente ce qu'on appelle, pour ceux qui font des maths ou qui ont fait des maths, on appelle ça un nombre imaginaire. Donc, je vous donne tout ça, c'est pour vous montrer que c'est vraiment des travaux qui étaient absolument fantastiques et très sérieux. Plus C que multiplie la dérivée de H3 sur la dérivée du temps, etc. Donc, E représente une énergie exactement comme un voltage. Et on voit que si E devient 0, à ce moment-là, on voit que plein de paramètres deviennent égaux à 0. Donc, DH, c'est-à-dire que DH3 sur DT deviennent nuls. Donc, DH3, en fait, ne représente ici cette dérivée. Donc, tout le reste devient nul dans la formule. Hein. Donc, il ne reste plus que ceci. Ça veut donc dire que DH3 sur DT, qui est une dérivée, en fait, c'est qu'une variation du troisième champ, le fameux champ qu'on appelle morphogénétique. Donc, ceci veut dire que H3 persiste après la mort de la cellule et il ne varie plus. Donc, H3 est la composante psychique et émotionnelle de la cellule. Donc, voilà maintenant, à partir de cette formule mathématique, le lien entre le vivant et la mort, et pourquoi il persiste, ce que Émile Quesnel appelle le champ H3, en fait, qui est le champ de l'âme. Donc voilà pourquoi je vous ai présenté ces travaux qui font vraiment le lien et la compréhension sur le plan mathématique et scientifique de ce qu'est l'âme. Donc le champ H3, c'est vraiment ce fameux champ invisible qui est le champ de l'âme. Donc ici, on a représenté en modèle 3D la cellule, et on voit qu'à ce moment-là, on a la configuration de l'ADN, c'est-à-dire sous la forme d'une hélice. Donc imaginez ici que ça passe derrière et ça revient, c'est vraiment une hélice dans l'espace. Donc c'est exactement ce modèle mathématique et exactement le même modèle que l'hélice de l'ADN. Monsieur Kesch, dans des travaux, dans un texte dont je n'arrive plus à le retrouver, je suis tombé dessus par hasard en m'inscrivant dans les cours il y a 2 ans, où Monsieur Kesch faisait la démonstration de l'ADN sous la forme d'un pentagone avec les nombres pi et les nombres phi. Donc ceci démontre que la philosophie n'a rien à voir avec les émotions et qu'une émotion affecte donc les champs H3, le champ H3, pardon, en dehors du corps physique et de la cellule. Donc en fait, on rejoint tout à fait la technologie Kesch. Le champ plasma H3 est lié au pas de l'hélice. Le pas, c'est-à-dire, c'est l'espacement de chaque spire dans l'hélice. Donc c'est la démonstration scientifique qu'une pensée affecte la cellule. Maintenant, si on parle de l'ADN fantôme, c'est-à-dire ce sont des expériences qui ont consisté à exciter une molécule d'ADN, mais que si
subitement on supprime cet ADN, on l'enlève, eh bien il persiste encore l'information de cet ADN. C'est-à-dire que même sans l'ADN, on a toujours l'information, c'est ce qu'on appelle l'ADN fantôme. Donc on voit bien, donc c'est pour résumer, on voit bien que même quand le corps physique n'est plus là, persiste à nouveau son champ. Pour rappel, l'ADN est donc fait de protons, donc de plasma. Et donc c'est l'hypercommunication dans l'hyperespace, dans l'unicos, en temps zéro. Puisqu'on voit que cet ADN qui était physique, même quand il n'est plus là, continue à produire son information par l'intermédiaire des protons. Et je vous rappelle que les protons communiquent par ce qu'on appelle les trous de verre. Et donc on a le lien avec l'univers entier, par l'intermédiaire de l'ADN, par l'intermédiaire des protons qu'il constitue, et donc des plasmas. Donc l'ADN se comporte exactement comme un oscillateur harmonique, c'est-à-dire que si vous faites un Do, il va vibrer avec un Mi. Si vous faites un Sol, il va vibrer aussi avec un Do. On appelle ça les harmoniques en musique. C'est donc un assemblage nano, c'est donc un supraconducteur. Donc il n'y a pas de perte de capacité, et c'est donc une antenne émettrice-réceptrice qui vibre à 150 MHz. Donc M. Kesh disait qu'il fallait utiliser notre antenne, et cette fameuse antenne, c'est la prolongation de l'ensemble de nos ADN cellulaires. C'est cet ADN qui nous permet de capter toutes les informations de l'univers. Une des harmoniques donc de ces 150 MHz, c'est la lumière bleue visible, et comme par hasard, c'est la couleur de la planète. Donc ces 50 MHz, c'est toujours Émile Pinel qui les a découverts et qui les a démontrés sur le plan mathématique. On sait que deux particules de matière mises en relation une seule fois, eh bien ces deux particules restent connectées à jamais. C'est donc la loi d'Einstein-Podolsky-Rosen, dans le temps et dans l'espace. Ce sont donc des ondes qu'on appelle les solitons qui entourent l'ADN et qui servent à communiquer l'univers. Donc ça, c'est la terminologie de Émile Pinel qui avait appelé ces ondes les solitons. Maintenant, si on regarde ce qu'on appelle le proto-langage de l'humanité ou la langue souche, dont M. Kesh a d'ailleurs parlé dans je ne sais plus quel KSW, où il dit qu'il n'y a pas besoin de tous les langages, il n'y a qu'un seul langage, qui est notamment certainement le langage émotionnel. Eh bien, le scientifique Gurdjieff à Moscou a démontré que l'ADN possède la même structure que le langage et que la construction du code génétique peut donc être relationnelle à n'importe quelle langue humaine. Dans la totalité de la nature, les codes génétiques suivent donc une grammaire très similaire. Donc tout ça, c'était pour accréditer ce que dit M. Kesh, comme quoi il n'y a qu'un seul langage au niveau de l'humanité. On voit que les cristaux de sable, également, les cristaux de neige, sont sensibles aux émotions. Donc ça veut dire que le monde biologique émet et reçoit aussi des champs. Donc la biologie ne peut plus se baser sur des statistiques en négligeant les temps biologiques. Parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être je vous l'apprends, que la plupart des tests scientifiques se basent sur les statistiques. Or, en fait, les temps de biologie n'obéissent jamais aux statistiques. Donc ça veut dire que c'est un petit peu la même chose que pour les statistiques en politique, qui n'ont strictement aucune valeur parce qu'ils sont la négation de toutes les particularités. Alors, si on parle de l'état de santé ou de maladie, la santé c'est 70 millivolts, 70 millivolts. La douleur, les infections ou les inflammations c'est 50 volts. Et le cancer, c'est 20 millivolts. Donc, pour retrouver l'état de santé, eh bien, il faut restaurer les champs corrects de l'environnement. Donc, tout à l'heure, Frédéric vous parlait, en parlant des ganses alimentaires, en fait, c'est pas le ganse qui va soigner en tant que tel, comme le ferait un médicament habituel,
C'est simplement que vous cherchez à modifier l'environnement. Donc vous mettez la personne dans des conditions et un environnement différents. Donc je vous rappelle que l'espace n'est pas vide, mais rempli de particules primordiales, de matière noire, qu'on appelle dans le monde scientifique actuel les quantas de Planck ou les plasmas primordiaux. Donc notre corps est fait de vide avec 0,0009% de matière. Donc vous êtes ce que vous pensez, puis ce que vous croyez. Ce que vous croyez, puis vous avez comme habitude. Ce que vous faites par habitude devient votre caractère, et votre caractère conduit votre destin. Donc ici, je vous ai montré pour rappel ce qu'on appelle dans les échanges cellulaires, donc la pompe à calcium, avec un échange ici, sodium et potassium. Cet échange permet la création de courants, et ce courant, en fait, est un champ magnétique. Je vous rappelle que le sodium se convertit en potassium. C'est pour ça que le sodium, en lui-même, n'est pas un élément indispensable, il intervient comme catalyseur. Si on parle de l'hémoglobine et de l'oxygène et du fer, donc là ici je vous ai remontré à nouveau la molécule d'hémoglobine qui intervient dans les échanges ioniques. Donc je vous ai montré à nouveau cette molécule pour vous rappeler que l'oxygène est donc l'attracteur principal. Pour les plantes, ça sera, au lieu du fer, ça sera du manganèse, du magnésium, pardon. L'aura et les chakras. Donc, dans les travails pour ceux qui participent au travail de méditation avant l'atelier proprement dit, donc je vous ai montré l'énergie des chakras. Je vous rappelle que les chakras sont la résultante entre ce que le corps émet comme champ et ce que le corps reçoit comme champ. Donc, on a des champs d'énergie autour de la cellule, on a des champs d'énergie autour de chaque organe, et on a des champs d'énergie, donc par conséquent, autour du corps. Donc le champ, ce qu'on appelle l'aura, n'est que l'addition de l'ensemble des différents chakras. Chaque organe a sa couleur. Et donc l'aura a une couleur à peu près arc-en-ciel, l'ensemble des couleurs de chaque chakra. Donc l'aura, c'est donc à nouveau l'interaction entre l'environnement des champs de l'univers du Soleil par rapport à la Terre et ceux de notre corps. Donc là, je vous ai fait un rappel des derniers cours que l'on avait vus en 2017. Donc la plus petite énergie, ou quanta, c'est l'unité de Planck, donc c'est le plasma primordial, la plus petite particule d'énergie. Cette particule tourne à la vitesse de 290 000 km/s, et c'est donc la vitesse de la lumière. Ces particules constituent la matière noire non visible, source de toute l'énergie de l'univers. Ces unités sont des plasmas qui remplissent les protons ou les électrons. C'est-à-dire que dans les protons, vous avez une multitude d'unités primordiales. Elles dépendent, ces particules, du point d'où on les observe, et donc de nous. C'est pour ça que nous sommes les créateurs de la réalité. Tout ça, ce sont des notions de physique que l'on reconnaît maintenant dans la physique traditionnelle. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui avec cette présentation que je voulais vous présenter parce que ça me semblait intéressant de faire le lien entre cette découverte et démonstration tout à fait originale oui, d'Émile Pinel, qui a souvent été et pendant longtemps ignorée et qui est encore aujourd'hui ignorée dans les laboratoires de biologie, à moins que des biologistes puissent me contredire, et ça serait bien que ces travaux soient remis en exergue.
Et ça rejoint tout à fait la technologie Kesh parce que ce fameux champ H3, eh bien, démontre que après la mort persiste ce fameux champ qui est en fait le champ de l'âme. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions à poser, je vous écoute. Merci. Merci Jean-Jacques. De rien. Oui, j'avais une petite question tout à l'heure. Tu as dit que la lymphe était Oui. poussée par l'estomac et l'intestin, qu'elle partait vers les os. Et je croyais que c'était le contraire, moi. Que c'était, enfin, c'est peut-être pas la version officielle. Du coup, je sais plus là. Alors, les os fabriquent, Ouais. oui, alors les os fabriquent les globules blancs et fabriquent les globules rouges, les deux. D'accord. D'accord? Et donc, ensuite, ils rentrent dans le circuit, passent par le thymus pour avoir leur maturation en cellules définitives, cellule B, cellule T, et ensuite migrent dans le système, dans tout le système digestif, notamment estomac. Et là, elles vont assurer leur rôle de transporteur d'énergie pour retourner vers les os. Ah, d'accord. Ok. Ok? Merci, Jean-Jacques. De rien. Si vous avez d'autres questions, je suggère que vous les posiez à la fin de l'atelier, de façon à pas à respecter le timing de l'atelier. Ah oui, parce que moi j'avais une question, Jean-Jacques. Oui, vas-y, Mélisse. C'est par rapport à comment tu mesures, c'est une fréquence ou tu sais pas ce dont tu as parlé au début, les 84 et après 49 et tout ça, et pour savoir si on est en état de maladie ou en état de santé. Comment ça se mesure ça? Bon, là, c'est les travaux du docteur Pinel qui les a démontrés. Je ne sais pas, je pourrais rechercher comment il les. Alors, s'il avait mis au point un appareil, je ne sais pas. Ça faudrait voir avec s'il y a des biologistes dans l'auditoire. Mais Jean-Jacques, oui. J'ai les infos puisque Monsieur Kesh en a parlé et je t'avais demandé de faire un travail dessus. Tu l'as peut-être pas vu, je l'ai mis dans Trello. Donc j'ai tous les documents. Parce que bon, j'ai plein d'autres documents, mais je pensais que ça serait un peu lourd et puis que c'est comme c'était pas vraiment directement dans la technologie Kesh, moi j'ai trouvé que si. Donc je regarderai, hein, parce que je dois avoir tous les documents, mais il faut que je les retrouve. Alors Maëlys, tu le fais avec un voltmètre, tout simplement. Tu prends une pince dans une main, une pince dans l'autre, si tu mets en 200 millivolts, tu lis le résultat et ça correspond en plus à un tableau de pH. Oui, alors ça c'est encore d'autres travaux, ça. Mais je sais que le docteur Pinel, pour trouver la fameuse période dont tu parles, les 84, là, une période de 84, il avait mis au point un appareil spécifique qui n'est pas le voltmètre. Alors, le voltmètre, malgré tout, dans la technologie du docteur Vol, qui est un autre médecin, effectivement, permet de déterminer des états de santé, notamment à travers le pH et la quantité de millivolts. Donc, c'est une autre façon d'aborder le sujet. Mais en ce qui concerne Émile Pinel, il a mis au point un appareil spécial. D'accord, très bien. Voilà. Alors, je vous ai fait, tu as raison Frédéric de le rappeler, je vous ai fait pour la prochaine fois un tableau avec les équivalences entre les millivolts recueillis et le pH et les états de santé ou de non-santé. Donc, vous aurez ça la prochaine fois. J'avais oublié Frédéric. Ok. Je peux partager déjà le dessin de Monsieur Kesh, j'ai eu le temps de le récupérer. Qui explique comment on fait. Alors, tu vois, ça c'est le dessin de Monsieur Kesh. Tu mets ton voltmètre dans une main, tu tiens les pinces sur une main, dans l'autre, et tu lis le résultat, tu te mets en 200 millivolts. Et après, il y a un tableau d'équivalence. Mais Jean-Jacques est en train de préparer un sujet dessus, et puis il va vous le présenter. Donc, on en reparlera. Normalement, on met la pointe ici vous voyez ma flèche? Non, vous voyez pas. Normalement, on met l'électrode de droite avec la flèche rouge sur la main et l'autre, on la met sur la langue. Sinon, vous allez avoir une mauvaise lecture due au taux d'humidité de la peau de l'autre main. Donc, ça fausse la lecture. Donc, l'idéal, c'est une pointe sur la langue et une sur la main.
Bon, cette technique, ça fait très longtemps qu'on l'utilise, sauf que c'est la technique du ohmmètre ou du voltmètre, et c'est pas toujours fiable. Donc, il faut vraiment mettre l'autre électrode sur la langue. Donc, je vous aurai ça la prochaine fois. Merci, Fred.